Re-bienvenue dans le show tout le monde. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce 52e épisode. Alors oui, ça fait officiellement 1 an que le podcast existe, que le podcast est lancé, qu'il est en vie et je suis heureuse plus que jamais de pouvoir entamer cette 2e année avec toi, si tu me suis, si tu m'écoutes. Donc, je suis vraiment contente aujourd'hui d'enregistrer cet épisode-là. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment bien préparer ton processus d'embauche en 10 étapes. Donc, je t'explique ça simplement, c'est pas compliqué. Si tu suis les étapes, si tu es attentive à ce que je te dis, tu vas avoir déjà les grandes lignes pour pouvoir bien procéder, pour pouvoir bien opérer. Donc, merci à toi si tu m'écoutes, merci à toi d'être là. Si jamais tu veux en apprendre davantage sur moi-même, j'ai aussi une communauté SOS Gestion. Donc, si tu as envie de connaître la gestion, le leadership, tous les secrets, les astuces, comment optimiser ta business et ta gestion d'affaires, alors c'est dans cette communauté-là que ça se passe et je t'invite à la rejoindre. Alors, déjà, d'entrée de jeu, je débute avec toi avec la première étape. Donc, la première étape, quand tu veux embaucher un employé, c'est de bien prendre le temps de définir le poste que tu veux combler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire définir le poste? Ça veut dire c'est quoi les tâches, les responsabilités que je vais transférer à une autre personne. Donc, j'ai envie de déléguer en gros, mais aussi il faut que ça réponde aux besoins de ton entreprise. Pas juste je veux créer une description de tâches, c'est un travail qui demande de la préparation. Et cette préparation-là, elle est super importante. Si vous ne prenez pas le temps de bien vous préparer, ben ça se peut que vous deviez récupérer ça un peu plus tard. Donc, le travail qui se fait en amont est super important et va faire une grande différence après ça dans la qualité. Donc, on prend le temps de faire un listing des choses qui nous prennent beaucoup de notre temps ou que vous voyez que peut-être votre équipe en a trop sur les bras puis il faut rajouter d'autres membres à l'équipe, mais des choses qui sont plus nécessaires pour vous de faire, surtout si vous êtes en train de vous positionner comme PDG, peut-être qu'il y a des tâches administratives, par exemple, que ce n'est plus à vous de faire. Donc, prenez le temps, pendant que vous êtes dedans, vous êtes dans le jus, je le sais, vous êtes occupé, mais prenez-vous une petite feuille pas loin, puis une fois de temps en temps, écrivez les tâches quand vous les faites. Tu sais, exemple, écrire les courriels, compiler peut-être des statistiques, des programmes que vous avez pour fournir un rapport, classer des documents, des courriels que vous avez réglés. Donc, faites la liste de ces tâches-là. Ça va être beaucoup plus facile pour vous après ça de donner une description de tâche quand vous allez avoir trouvé la bonne ressource. Donc, on définit le poste qu'on veut combler. Deuxièmement, ben, une fois qu'on a bien fait le travail de définir le poste qu'on veut combler, après ça, on va rédiger, dans le fond, l'affichage ou, si on veut, l'offre d'emploi. Donc là, vous avez différents endroits où ce que vous pouvez afficher ça, mais en fait, c'est pas ça, c'est la troisième étape. Donc, la deuxième étape, on rédige l'offre, on part de ce qu'on vient de faire au niveau de la description de tâche. Là. On ne se complique pas la tête, c'est déjà là, on met par écrit, on fait ça bullet point, là, on fait ça simple, pas trop compliqué, pas trop lourd à lire. On dit un peu qu'est-ce qu'on cherche, c'est quoi le profil qu'on cherche, avec qui qu'on veut travailler, quel genre de personne, quel genre de personnalité, c'est quoi les traits qu'on recherche de caractéristiques, la mission que vous avez à offrir, les conditions d'emploi, les critères de sélection et d'embauche et aussi la scolarité ou le niveau de compétence, d'expérience que vous recherchez. Donc, en gros, on rédige une offre d'emploi comme ça. La troisième étape, bien après ça, il faut la diffuser, cette offre-là. Donc, une fois qu'elle est écrite, c'est de trouver en fait le meilleur endroit ou la meilleure plateforme pour vous, pour la partager, pour la diffuser afin de collecter évidemment des candidatures. Et il y a différentes façons de collecter les candidatures. Hein. Vous pouvez évidemment recevoir des CV, vous pourriez même demander des vidéos où les gens se présentent, des questionnaires. Bref, il y a différentes façons de faire, mais c'est à vous de décider, en fait, de regarder le profil de personne que je recherche, il serait susceptible de rechercher où un emploi. Est-ce que c'est dans des milieux d'éducation? Ça dépend. Encore une fois, si vous cherchez quelqu'un qui sort de l'école versus vous voulez quelqu'un qui a de l'expérience. Évidemment, il y a des sites d'emploi, il y a des groupes sur les médias sociaux, il y a différentes plateformes qui existent. Vous pouvez même déléguer ça à un chasseur de tête si vous voulez. Donc, tu sais, il y a vraiment des possibilités innombrables quand vient le temps de diffuser son offre d'emploi. Donc, c'est votre troisième étape. Il faut la diffuser, il faut la rendre visible. Ensuite, on va sélectionner les candidats. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le processus de sélection, c'est de vous faire sauver, évidemment, du temps et que vous gagnez en efficacité. Donc, avant de recevoir plein de CV puis de prévoir plein d'entrevues,
faites un questionnaire, un genre de Google Form là, que les gens vont compléter. Déjà, les gens qui ne sont pas si intéressés que ça vont même pas prendre le temps de le compléter. Donc, ça fait une élimination assez rapide. Et vous pouvez aller poser des questions un peu spécifiques par rapport aux tâches spécifiques que vous allez donner pour un peu évaluer le niveau de confort de cette personne-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut mettre n'importe quoi dans un CV. Donc, c'est facile de faire un beau CV, puis on ne veut pas nécessairement se retrouver face à plein de gens que finalement ne correspondent pas à ce qu'on recherche. Donc, le petit questionnaire, je faisais l'exemple avec une cliente tantôt, elle cherche quelqu'un qui a une expertise très spécifique, technique, qu'elle connaît elle-même et qu'elle veut déléguer. J'ai dit, ben, va poser des questions techniques spécifiques. Un vrai expert va être capable d'y répondre. Donc, c'est des petites choses comme ça. Et là, quand vous évaluez ces questionnaires-là, vous pouvez rapidement faire une présélection. Ça vient supporter le CV qui va être envoyé. Donc, on fait une sélection des candidats. On peut leur demander de s'auto-évaluer. On regarde évidemment des CV, on peut demander des portfolios. Bref, en fonction de ce que vous allez déléguer, vous pouvez poser toutes sortes de questions. Si vous cherchez une adjointe, par exemple, puis c'est important pour vous qu'elle fasse de la révision de documents puis de la correction, déjà de lui faire remplir un questionnaire et qu'elle écrive des textes, vous allez voir si son français est impeccable ou si elle fait plein de fautes. Ça m'est arrivé. Moi, je cherchais quelqu'un, puis les 2, 3 premières lignes, c'était scandaleux. J'ai pas été plus loin que ça. J'ai même pas lu le reste du questionnaire parce que ça répondait tout simplement pas. Donc, la 5e étape, c'est d'organiser les fameux entretiens. Donc, une fois qu'on a fait notre présélection, on a regardé les CV, on a regardé aussi les questionnaires, bien là, vous allez prévoir vos entrevues. Donc, vous pouvez soit les faire en personne, vous pouvez le faire en visioconférence et je vous recommande fortement de faire vos entrevues où vous voyez la personne, pas juste au téléphone. Je vous dis ça parce que j'ai déjà eu une expérience malheureuse où on a fait une entrevue téléphonique avec une personne qui s'exprimait extrêmement bien, que ça allait super bien, puis les réponses étaient très sensées, très compétents. C'est un infirmier. Et malheureusement, ben, il y avait des limitations physiques que si on avait fait l'entrevue en personne, on aurait peut-être vu, et pas qu'on a une contrainte contre les gens qui ont des limitations physiques, mais pour le poste sur lequel il appliquait, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, c'est important de voir la vibe, de voir comment la personne se présente. Surtout, ça va, par exemple, occuper un poste de service à la clientèle. Vous voulez voir, est-ce qu'elle est présentable, il ou elle? Donc, on prend le temps d'organiser ces rencontres-là. On fait une présélection, on n'en veut pas trop parce que ça demande de l'énergie, faire des entrevues. Vous pouvez peut-être faire des entrevues avec d'autres personnes aussi si vous le désirez, si vous avez des partenaires ou si vous avez besoin d'un expert, s'il y a des questions plus techniques. Donc, vous avez vraiment la carte blanche. Là. C'est vous le chef d'entreprise, vous décidez comment vous voulez le faire. Bien évidemment, si on n'est pas dans des postes cadres, des postes de haut niveau, d'avoir 3, 4 personnes sur un comité de sélection pour un poste d'adjointe administrative, ça peut être extrêmement stressant pour la personne. Donc, soyez quand même sensible à la personne qui va venir passer l'entrevue. Déjà, passer une entrevue pour plusieurs personnes, c'est un grand niveau de stress. Donc, si en plus, il y a plusieurs personnes puis c'est pas nécessairement nécessaire, bien, vous pouvez peut-être faire le choix de ne pas être trop autour de la table. Donc, on fait des rencontres. Généralement, ça va durer autour de 45 minutes, maximum 1 heure. On ne veut pas que ce soit trop long. Et vous pouvez aussi élaborer si vous voulez davantage. Donc, il peut y avoir des questions, vous pouvez leur faire passer des tests. Bref, vous pouvez avoir différents processus en fonction de c'est quoi le poste que vous voulez combler. Donc, 6e, donc vous allez organiser, vous allez donner les rendez-vous. Après ça, il faut être prêt. Donc, vous devez avoir préparé des questions d'entrevue. Ça vous prend un questionnaire d'entrevue. Donc, il y a plusieurs types de questions. Je vais vous dire les grandes lignes, mais vous voulez questionner sur l'expérience professionnelle. Vous voulez questionner sur des différentes compétences techniques s'il y a lieu. Vous voulez avoir des questions plus comportementales. Donc, ça, c'est le fun de mettre des mises en situation. Dans telle situation, tu ferais quoi? Tu réagis comment? Comment tu te comporterais? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Donc, ça vous aide beaucoup à voir le savoir-être, la façon de réagir de la personne, la façon de penser. Vous voulez avoir des questions aussi sur la motivation, les questions sur leur propre progression de carrière. Donc, ils se voient où dans 3 ans, 5 ans? Est-ce qu'ils aspirent à avoir des promotions? Donc, on veut savoir ça dès le départ et ça peut nous aider aussi à savoir comment est-ce qu'on va intégrer et soutenir la personne. Et enfin, des questions sur la disponibilité puis les attentes salariales. Donc, vous pouvez toujours poser la question même si c'est déjà prédéfini d'avance. Donc, ça, c'est la 6e étape. On prépare un questionnaire d'entrevue avec des questions et idéalement, vous y allez avec des questions ouvertes. Vous voulez que la personne développe, vous voulez qu'elle s'exprime.
La 7e étape, vous allez ensuite, que vous avez fait toutes vos entrevues, évaluer les candidatures et vous allez faire un choix. Donc, puis là, ça se peut que votre choix ne soit pas encore final. Vous allez, dans un premier temps, vraiment regarder qu'est-ce que vous avez reçu comme candidature. Vous allez faire un choix et vous allez peut-être voir si vous voulez une deuxième entrevue, si vous voulez faire passer des tests supplémentaires, si vous voulez des documents supplémentaires. Donc, vous avez le droit de demander toutes ces choses-là. C'est tout à fait correct. Allez-y, évidemment, servez-vous aussi de votre jugement en fonction du type de poste qui est à combler. Plus que l'expertise va être élevée, va être grande, plus qu'on va vouloir aller investiguer avant d'investir quand même des gros salaires avec des ressources pour s'assurer qu'on a vraiment la bonne personne en face de nous. Donc, ensuite vient la 8e étape que je vous recommande fortement de faire aussi, celle de prendre des références. Donc, on veut savoir auprès des anciens employeurs, donc on ne veut pas des amis, on ne veut pas des collègues, on ne veut pas le voisin, on veut idéalement des anciens employeurs. Et tout au long de ce processus-là, à partir du moment où les gens vont, mettons, compléter un questionnaire, à partir du moment où ils vont, vous allez les avoir en entrevue, là, on surveille les drapeaux. Les drapeaux, là, ça, c'est des zones là, à faire attention. Y a-t-il un drapeau rouge qui est en train de se lever? Y a-t-il un drapeau jaune où tout a de l'air beau, on y va, c'est comme tout, les trous de fromage sont alignés, c'est merveilleux, c'est parfait. Ou je doute, j'ai un petit feeling qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Par exemple, on regarde un CV puis on peut voir qu'il y a plusieurs années ou beaucoup de changements, par exemple, d'emploi en peu de temps. Donc, ce sont toutes des choses importantes à questionner. Tu sais, je vois que tu as changé 4 fois d'emploi dans la même année. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Tu sais, est-ce que les gens ont perdu leur emploi? Puis pourquoi ils ne sont pas restés? Vous allez apprendre beaucoup sur la façon dont ils vont répondre. Et les références, vous voulez qu'idéalement, elles soient récentes. Donc, vous ne voulez pas des références qui datent de genre 5 ans, puis là, ils ont eu plein d'autres employeurs après, puis ils ne les mettent pas en référence. Donc, ça aussi, ça va être des drapeaux qui vont se lever quand les gens vont essayer de se faufiler pour peut-être pas donner des références, mais soyez très alerte et questionnez. Et protégez-vous parce que je veux dire, on ne sait jamais, même si on a fait tout le processus qu'on pense qu'on a trouvé la perle rare et la bonne personne, vous pouvez évidemment mettre une période d'essai. Donc, une fois qu'on a pris les références, qu'on a fait tout ça, bien, on peut prendre officiellement sa décision et annoncer la bonne nouvelle au candidat et lui offrir le poste. Donc, vous allez lui proposer un contrat de travail. Si vous l'embauchez directement dans votre entreprise, bien, je veux dire, on a les normes du travail ici au Québec. Dans chaque pays, il y a des normes qui existent. Donc, ils sont tenus de ça. S'il y a des donc, on ne peut pas aller en bas de ça jamais, bien évidemment, en tant qu'employeur, mais on peut offrir des avantages beaucoup plus avantageux, je vais le dire comme ça. Donc, vous pouvez annoncer c'est quoi les conditions de travail, donc quel sera le salaire. Ça se peut qu'il y ait de la négociation. Donc, c'est à vous de déterminer, à moins que le salaire avait déjà été fixé de façon très, très juste et définitif. Et après ça, c'est les vacances, les avantages sociaux, les congés, ces choses-là. Donc, vous allez annoncer la grande nouvelle et vous allez ensuite, à la 10e étape, faire l'intégration de ce nouvel employé-là dans votre organisation, votre entreprise. Donc, l'employé, même s'il a toute la plus belle expertise du monde, il reste qu'il est nouveau, nouvelle, chez vous, dans vos murs, dans votre entreprise, même s'il travaille de chez lui. Donc, il faut se donner une période aussi d'intégration. Il faut se rendre disponible pour répondre aux questions. Il faut bien expliquer qu'est-ce qui est attendu. Donc, on remet bien évidemment la description de fonction qu'on a fait, mais on offre un soutien, un support. Ça peut être un parrainage avec une autre ressource dans votre équipe si vous en avez, ou vous devez vous rendre disponible. Et je vous dirais que le chiffre magique, c'est les 90 premiers jours. Mais rapidement, déjà, les 30 premiers jours peuvent être très, très, très révélateurs. Vous allez mettre en place des systèmes de communication puissants, accessibles pour qu'il n'y ait pas de gap, que la personne ne se sente pas toute seule, qu'elle se sente bien accueillie. C'est surtout ça qui est la clé de votre succès et d'une intégration qui est réussie. Alors, voilà les 10 étapes que j'avais pour toi. Si tu veux apprendre d'autres astuces de gestion, si tu veux développer un peu plus ton leadership, je vous l'ai dit au début, je vous invite à nouveau, rejoignez la communauté SOS Gestion. Si sur Facebook, si vous regardez la section commentaires dans les podcasts, vous pouvez rejoindre la communauté. Si vous visualisez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez aussi rejoindre la communauté si jamais vous voulez voir d'autres vidéos et c'est diffusé à chaque semaine. Alors, je vous dis merci d'avoir été là et on se retrouve à la semaine prochaine.